S'il est bien une chose avec laquelle on ne plaisante pas au Japon, c'est bien les toilettes. Élevées au rang d'art de vivre et de fleurons technologiques par nos contemporains nippons à tel point que le monde entier les envie, elles furent et de tout temps un sujet très important dans la société japonaise et ce, même en des temps immémoriaux. S'il était un point de différence flagrant à relever qui caractériserait la grande différence entre le Japon et l'Europe, c'est bien cette facilité déconcertante à trouver des toilettes propres, accueillantes et gratuites partout et en toutes circonstances. Pour qui, comme moi, s'est promené avec femme et enfants en France et en Italie, celui-là sait ce dont je parle. Alors oui, cette fierté nationale est chantée dans le monde entier et les fabricants locaux inondent les étrangers les plus aisés de leur matériel de pointe lorsqu'un peu partout sur le territoire des toilettes historiques sont protégées et classées comme de véritables monuments. Mais la fierté ultime, le saint graal du Kagouin que l'humanité entière nous envie, date de 1336 et constitue la preuve la plus ancienne de cette civilisation, sanitairement à la pointe de l'espèce humaine, les commodités dites Tosu du temple de Tofukuji à Kyoto. Conservées en l'état par les moines du sanctuaire depuis la construction de ce dernier au début du XIVe siècle, elles furent utilisées jusqu'à la fin des années 80 de notre bon XXe siècle et constituent maintenant un site touristique de première. Ouais. Eh bien mes chers amis, si cette introduction manque cruellement de mots d'esprit et de tournures alambiquées, c'est que l'émotion m'étreint et que ma gorge serrée par le chagrin ne peut s'empêcher de répéter en boucle cette terrible réalité. Sans être démagogue, l'ancêtre des Gog n'est plus. C'est le 17 octobre de l'an de grâce 2022, soit 686 ans après sa naissance, que Tosu s'est éteinte, victime de la barbarie moderne et des voitures automobiles. Adieu, petit ange de lumière parti trop tôt. Tu aurais pu vivre 1000 ans, ou sans Rémo, mais le dieu des lieux d'aisance en a décidé autrement, et c'est aujourd'hui la plus grande cohorte de paires de fesses de l'histoire qui se joint à moi pour tirer la chaîne du souvenir, mais qui dit encore tirer la chaîne de nos jours. C'est vous dire l'âge de ces lieux. Ce jour-là, un homme, que dis-je, un homme, un monstre, à sa décharge sans doute au bout du rouleau et qui avait abusé des divines bulles alcoolisées de la buvette du sanctuaire, a confondu le D et le R de son levier de vitesse et proprement embouti la fierté nationale, défonçant la façade du monument et écrasant les Saint-Sièges. Des constipés aux festivaliers ont joué de la faïence brutale, c'est aujourd'hui l'incompréhension qui prévaut devant l'indifférence des autorités. Si l'on peut ainsi fouler aux pieds la plus respectable des institutions et les plus vénérables lieux d'une civilisation plusieurs fois millénaire, alors qu'est-on prêt à accepter ? De la mayonnaise dans les makizushi ou de la moutarde dans les frites. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais je n'ai que mépris pour cette engeance, sûrement démoniaque, qui mange ses frites avec de la moutarde, ami belge garant du bon goût. Au secours. Alors mes amis, puisque les grandes autorités de ce pays ne l'ont pas fait, je vous demande de faire une minute de silence à la mémoire de Tosu et de penser à ces foutriqués qui n'ont cure de laisser cet endroit aussi propre qu'ils l'ont trouvé en entrant. Sur ce, à bon entendeur, salut, cet hommage n'a que trop duré, j'en entends déjà qui grincent des Molières, femmes savantes et médecins, sûrement malgré eux, maudissant mon sang et ma descendance pour n'avoir point parlé des sanctuaires que l'on profane chaque jour dans le monde, et l'indifférence générale. À cela, je réponds, qui a déjà cherché une église, une mosquée ou un temple comme si sa vie en dépendait. Alors un peu de respect pour ces lieux de civilisation qui, eux, rendent les humains meilleurs et plus égaux. Mon commandement! Rompez! Non mais c'est vrai quoi, vous qui profanez vos frites avec de la moutarde, je vous vois un bande de pervers. Et méfiez-vous, vous risqueriez bien d'avoir besoin d'étinettes publiques avec un tel régime de rhinocéros. Chérie, m'en mets caché, je sens que ça revient mes crises là.
Comme vous le savez peut-être, la dive bouteille a quitté ma couche depuis presque une lune, amante trop goulue qui voulait m'envoyer ad patresse bien trop tôt. Mais cela ne m'empêche pas de vouer un culte aux ivrognes, aux artistes de la chopine et autres princes de la cuite à qui je ne cesserai jamais de m'identifier par respect pour une vie de labeur alcoolique. Tel le quartier-maître Quentin retiré dans la flanelle et les bonbons à la menthe, ma bonne Suzanne se fait témoin de l'amarrage de ma jonque et veille au grain, mais plus celui dont on fait les bonnes gnôles calédoniennes, non, de celui avec lequel on pétrit le bon pain chaud des petits déjeuners lucides et domestiques sans plus jamais de mal de cheveux nostalgiques. Si la natalité doit beaucoup aux grandes messes estudiantines de juin, le bâtiment est redevable d'une fière chandelle à ce carburant maçonnique historique. Non, pas les notaires de province qui font fantasmer les cons, ceux qui construisent vos maisons, et je sais qu'on ne dit pas comme ça, mais c'était pour faire un bon mot et arrêter vos réflexions désobligeantes, je vous prie. Je trouve ça particulièrement déplacé. Non mais oh. De tout temps, le laborieux a eu besoin d'une béquille, et qu'il construise une cathédrale, élève des lapins ou écrive la chute de la maison Usher, le gosier en pente des grands bâtisseurs de civilisation qui ont fait nos cultures millénaires à alimenter la douce rosée de l'ivresse constructive. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'un témoignage de cet amour plusieurs fois centenaire dont il est question. Laissez-moi vous narrer l'une des histoires témoins des super-pouvoirs de l'alcool et des bénédictions millénaires accordées aux pochetrons. Enfin, quelque chose comme ça. En 1507, dans la belle ville de Kagoshima, ancien lieu de résidence de votre serviteur et patrie du divin Kolobuta, le porc noir le plus juteux de l'univers, les prêtres de Koriyama Hachiman décidèrent de faire construire un sanctuaire pour honorer les dieux et protéger les populations laborieuses. Quelques artisans triés sur le volet entreprirent la construction de ce divin bâtiment, alimenté par une foi chevillée au corps et un alcool de patates douces violettes qui fit les grandes heures du pays, et de mon alcoolisme triomphant le Murasaki Moshochu. De cet amour sans faille naîtra un sanctuaire magnifique et toujours présent aujourd'hui, preuve de la vaillance et du savoir-faire des bâtisseurs du temps jadis, et des bienfaits de la chopine sur le travail manuel, et je ne parle pas du carreleur mais bien du charpentier. Car oui, pris dans son amour du travail bien fait et des nectars à 30 degrés, un gentil charpentier, oui, comme le papa de Jésus, eut la merveilleuse idée de se fendre d'un graffiti et grava dans le bois de sa charpente ce simple mot « Shochu ». Comment ne pas verser une larme devant tant de dévotion? À l'abri du temps, des guerres, des invasions et de la menace hygiéniste qui pèse sur notre monde, le divin graffiti traversa les siècles, témoin d'une époque où les hommes communiaient avec les dieux via un téléphone jamais en panne, la bibine. Mais voilà, que Dieu me tripote, comme disait le plus limousin de nos génies comiques, nous vivons une époque troublée où ce qui était n'est plus et ce qui n'est pas encore arbore le rouge joug de la honte bue, des lendemains qui déchantent et dans un embrasement soudain. Le sanctuaire ancestral prit feu comme un fondement de Catherinette à un show de Kenji Girac. Les babioles de Nouvel An et autres porte-bonheur partirent en fumée, preuve s'il en fallait que les marchands du temple ne trouvent toujours pas grâce aux yeux des dieux, mais un miracle de ceux qui redonnent foi en la foi, du coup, un miracle donc arriva. Dans le brasier fumant et les poutres médiévales noircies, le plus beau témoignage de dévotion humaine à un vrai Dieu, fait non pas d'éther et de pur esprit, mais d'éthylène et de patates douces, ce graffiti magnifique trônait là, un violet splendide sur sa portion de bois 5 fois centenaire, sans même une trace de suie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en vérité, je vous le dis, il n'est nul diable des enfers ou homme de cette terre qui puisse détruire ni même écorner la dévotion d'un homme à sa bouteille et l'empêcher de transmettre sa foi à travers les âges. Moralité, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, tout ça. Bon, je m'en tire bien cette fois, pas de culotte, pas de pervers, juste de l'amour et de la poésie. Ah, l'amour, l'ivresse des imbéciles, ouais. Bah, j'en suis, maintenant, alors autant consommer, Chérie! Si la valeur n'attend pas le nombre des années, elle peut aussi durer, se prolonger ad vitam aeternam. Certes, le temps ne fait rien à l'affaire, et enchaîner les citations et les lieux communs ne fera pas de ce texte du Racine, ni même du Vialat, à peine du Guy Descartes en soins palliatifs en pleine descente de camomille.
Et justement, le sujet qui nous réunit aujourd'hui a tout à voir avec le troisième et même le quatrième âge, car oui, à l'instar de Perceval, je nourris en plus des ivrognes une fascination inquiétante pour les vieux. Qui a bu boira et qui a voué au dieu Mornifle, un culte pratiquant ne manquera pas de moucher son prochain dès que l'occasion se présentera. Pour avoir, dans mes vertes années, pratiqué la soupe de phalange populaire pour nécessiteux qui ne manquait pas, j'atteste de l'ivresse de la bonne vieille mêlée et du plaisir sadomasochiste de balancer des châtaignes et d'en prendre en retour. Oui, je le confesse, mon Dieu, quel mot admirable, je fus un adolescent, un jeune homme et un homme porté sur la castagne et avoue partir au quart de tour quand l'occasion se présente. Mais à culpa. À mon âge, ça va encore. Par contre, ce n'est pas forcément le cas de nos deux protagonistes du jour. Miyoshi Kozo, 93 ans et ancien ouvrier du bâtiment, n'est pas homme à se laisser marcher sur les rouleaux sans enclencher la force de dissuasion. Sa vie durant, il a fait respecter son autorité sur les chantiers, élevé 3 enfants dans la droiture et le respect des lois, et pris soin de sa femme jusqu'aux portes de la mort. Mais la vie n'étant pas exempte de paradoxes révoltants, c'est à l'âge où l'homme devient sage qu'il lui faut tirer sa révérence et laisser la place à des petits foutriqués sans tripes. Mais je m'égare sur la place du voisin. Et on entre dans les blagues avec accent, mauvais signe. Monsieur Miyoshi donc, disais-je avant d'être interrompu par la partie la moins drôle et respectueuse de mon être, attendait la fin, rangé des voitures et des parpaings au chaud dans la flanelle et les tisanes diurétiques. Célibataire pour l'éternité, il ne lui fallait plus se plier aux contingences de la vie de couple et sacrifier un bon vieux western à un talk show sur les jus détox et chaque jour, immolant son cerveau dans la lutte pour tuer le temps avant la mort, il avalait des kilomètres de pellicules sur la chaîne cinéma que sa pension lui permettait de se payer. Homme de goût et se disant que mourir de ça ou d'autre chose ne ferait sans doute pas la différence, il avait repris le tabac et la chopine après des années de sage sobriété et passé ses journées devant des classiques du vrai cinéma en tétant du shochu de conscrits et des clubs de maçons aux grandes dames des soignantes qui ne le trouvaient décidément pas raisonnable, comme si la raison avait quelque chose à voir avec le plaisir. Mais voilà, comme les bonnes choses ont forcément une fin, ce matin de novembre apporta son lot de malheur sous les traits d'un oiseau du même nom, un pisse-vinaigre buveur d'eau, un gamin de 85 ans allergique au plaisir et délateur zélé, comme tous les rabat-joie. Assigné d'office dans la chambrée sans autre forme de procès, le jeune Godeluro entama les festivités et fit vite remarquer à notre jouisseur en fin de parcours que le son de son téléviseur était trop fort, puis que les douces effluves de son tabac brun lui défrisaient les poils du nez avant de le balancer à la mer supérieure pour importation illégale de gnôle dans ce lieu de repos de l'âme et du foie. De porte du paradis, l'EHPAD de la dernière chance se transforma en antichambre de l'enfer et bientôt, il se retrouva privé de son ratafia, de ses sèches, et l'on vint chaque soir lui débrancher sa télévision à l'heure où les poules vont se laver les dents. C'en fut trop pour le contremaître Miyoshi. N'écoutant que son instinct de survie, il profita de la pénombre pour se glisser jusqu'à la couche de l'infâme, et après lui avoir collé son poing dans le museau, légitime, attrapa son cou de poulet entre ses mains et lui serra le kiki. Le corbeau ne dut son salut qu'à l'entrée inopinée d'une infirmière en mal d'injection qui maîtrisa le laborieux assassin et sauva la vie de la balance. Remis entre les mains de la justice des hommes, Miyoshi a été mis en examen et pas de conscience, celui-là pour tentative de meurtre sur personne vulnérable et risque la perpétuité si le pisse-froid succombe à ses blessures. Eu égard à son grand âge, Miyoshi a été laissé en liberté surveillée en attendant son procès qui n'aura peut-être jamais lieu. Moralité, arrêtez de m'emmerder. Oui, je sais, ça n'a aucun rapport, c'était juste un petit message pour monsieur YouTube qui commence à me plaire. C'est là parce que, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai piqué ton goûter, Hein? Quoi ma chérie, mes cachets? Oui, je vais les prendre. Ok, je pose ce marteau et j'arrive ma biche. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est en substance ce que les anciens de ma morne jeunesse rabâchaient aux acariâtres et aux moches qui se retrouvaient solo passé 20 ans, rarement par choix, la chasteté n'étant pas la valeur prépondérante dans ma France rurale des années 70.
Certains, peu désireux de se cogner une revêche, prenaient le maquis passé le régiment, consacrant leur vie à la terre et à la chopine. D'autres, rattrapés par la patrouille, convolaient avec Stéphanie, engrossée par erreur pendant une permission. S'il n'y avait point de honte à n'être pas marié, le vieux garçon ou la vieille fille, c'est comme ça qu'on appelait les incels dans la France giscardienne, n'avait de vie sociale que celle que les couples voulaient bien leur donner, substitut de bouffons à moindre frais dans les sauteries du dimanche. Si les bobinards ruraux se doraient les pendentifs aux 24 carats en pompant les subsides de la mutualité agricole, le reste de la population commerçante et laborieuse des territoires perdus de la modernité se cassait le dos sur des tracteurs qui avaient connu le mildiou ou des chaînes de montage d'avant les congés payés. Alors, même si l'envie de partager de la mauvaise humeur le jour et des mauvaises odeurs la nuit, définition du mariage selon Maupassant, Monterland ou Guitry, les experts en citation n'ont jamais pu se mettre d'accord, leur parcourait l'échine lors des longues soirées d'hiver au coin du feu. Le vieux garçon s'empâtait, lisait son avenir dans le mar de piquette et parait son tarin du plus beau violet. La vieille fille, elle, geste sans retour possible, passait une blouse tablier et, indéfrisable au vent, astiquait son bulgum en regardant Sabatier. Si la solitude n'a pas disparu de nos contrées, elle a changé de visage et déserte les bistrots et les cuisines pour les forums et les crachoirs à haine virtuelle. Le Japon, société qui, comme disaient les cons, moi le premier, balance entre tradition et modernité, n'est pas en reste dans la gestion schizophrénique de ces oubliés du bonheur conjugal. Comme pour la France, le célibataire urbain et le célibataire rural n'ont en commun que le nom, car ils obéissent à deux réalités différentes. Moi, je n'obéis à personne et je vous en prie, passez devant. C'est dans une petite commune rurale près de Tomé, dans la préfecture de Miyagi, que vit Ogata Etsuko, 39 ans, comptable, célibataire et seul, tellement seul. Depuis presque 20 ans, Etsuko partait de son petit appartement du premier étage dans cette maison partagée en deux, faisait le kilomètre qui la séparait de son travail à vélo et rentrait chaque soir par le même chemin, s'arrêtant au supermarché pour y acheter de quoi manger et quelques canettes de Chuhai, un cocktail bon marché fait de mauvais alcool et de soda. Avant que l'ivresse ne l'emporte, elle se disait qu'il allait falloir se décider à parler à ce garçon du service courrier qui lui souriait depuis des semaines, des mois et bientôt des années. En 2020, elle fit comme tous ses collègues du service compta, on lui donna un ordinateur portable, une connexion sécurisée, et elle fut invitée à travailler à la maison. Bouclant ses bilans plus vite que son ombre, elle se perdit sur les internets, visita le monde derrière son écran, osa enfin parler quelques mots d'anglais aux garçons empressés qui venaient la saluer du monde entier, rendant hommage au sourire resplendissant qu'elle arborait sur sa photo de profil, enfin, presque. Complexée depuis toujours par son physique, Etsuko, 1m51 pour 65 kg, avait emprunté la beauté virginale d'un mannequin anonyme de son âge aux proportions inversées. D'un naturel enjoué, blagueur et communicatif, elle devint assez populaire sur les forums d'échanges culturels internationaux et comptait même quelques courtisans empressés qui brûlaient d'envie de la rencontrer. Elle jeta son dévolu sur Giovanni, un Italien de son âge, beau comme une statue grecque et au message tellement romantique. Très vite, elle quitta les forums et se cantonna aux seuls échanges avec son amoureux, celui dont elle connaissait tout, dans les moindres détails, le genre photographe du réel façon Norman. Alors pour donner le change, Etsuko écuma les sites érotiques d'abord pour trouver des corps dénudés qui correspondaient peu ou prou à sa photo de profil, puis elle dut tomber à l'étage du bas, celui des mères au foyer qui exhibent leur origine du monde pour quelques piécettes, leur volant leurs ébats solitaires sur le lino de leur cuisine. Mais l'infâme virus qui tenait les amoureux éloignés n'en finissait pas de garder closes les portes du bonheur et des aéroports, et Etsuko comme Giovanni se languissait. Il le lui avait promis, il larguerait tout pour elle, sa maison de Toscane, sa situation en or, sa Porsche 911 et ses amis fortunés, et viendrait s'installer avec elle dans cet endroit improbable, l'un des plus isolés du Japon, pour y vivre une idylle sans fin. Et là vous vous dites qu'elle va demander à une copine jolie de prendre sa place et que le bel amoureux va tomber amoureux de la doublure, eh bien que nenni mes amis. Pour une fois, laissez-moi vous conter la fin, enfin presque, d'une histoire qui partait mal et finira bien, après tout c'est bientôt Noël.
Prenant son courage à deux mains, Etsuko vit dans la rouverture des frontières et l'arrivée prochaine de son prétendant l'occasion de tout lui dire. De l'autre côté de la planète, le bel Italien bouclait ses valises et s'envolait pour la grande aventure. La comptable ingénue avait bien tenté de faire des régimes, du sport même, pour s'approcher un peu de ce à quoi elle était censée ressembler, mais le stress l'a replongée dans la bière et les crèmes glacées, ce qui lui avait fait reprendre quelques livres. Alors le jour venu, elle prit le train pour Tokyo, la grande aventure pour cette indécrottable provinciale, prit une navette pour l'aéroport international de Narita, vous savez, celui qui n'est pas pratique, et attendit son bien-aimé, les mains moites et le cœur en pleine explosion. Pour des raisons techniques, le beau Giovanni avait pris un vol Turkish Airlines et bientôt Etsuko vit s'afficher le numéro tant attendu sur le tableau des arrivées. Levant bien haut le carton sur lequel elle avait inscrit le nom de son promis, elle observa les vagues de voyageurs masqués sortir du contrôle des bagages. Elle ne pouvait pas le louper, lui, le grand blond de presque 1,90 m à l'allure athlétique et aux cheveux fous. Soudain, quelqu'un tapota son avant-bras, un petit homme ventru, chauve et arborant une grosse moustache dépassant du masque comme le persil du cabas d'une vieille MLF. Il lui demanda si elle était Etsuko dans un anglais très approximatif, et elle lui répondit que oui, dans la même langue. Se grattant le haut du crâne, qui ressemblait plus à un genou qu'à la queue d'un renard, il la regarda dans les yeux et lui dit qu'il avait quelque chose à lui dire de la part de Giovanni.